2022, l'ONU estime que la Corée du Nord a volé en quelques années l'équivalent de plusieurs milliards de dollars en cyberattaques. Des banques centrales, des plateformes crypto, des entreprises, des États. Les montants varient selon les sources, mais une chose est claire. Pour un État presque coupé des marchés internationaux, ces chiffres sont vertigineux. En 2016, l'attaque contre la Banque centrale du Bangladesh tente de détourner près d'1 milliard de dollars via le réseau SWIFT. En 2021, le hack de la sidechain Ronin Axie Infinity fait disparaître plus de 600 millions de dollars en cryptoactifs. Dans de nombreux cas, les experts en cybersécurité finissent par pointer les mêmes acteurs, le Lazarus Group, et plus largement l'appareil cyber de la Corée du Nord. Ce n'est pas une série de coups de chance, ce n'est pas un groupe marginal, c'est un pilier de la stratégie économique du régime. Derrière ces attaques, il n'y a pas de génie isolé, mais une véritable fabrique à hackers d'élite, un système organisé, pensé, optimisé. Depuis la salle de classe d'un collège de province jusqu'aux unités cybermilitaires, la Corée du Nord transforme des élèves doués en ressources stratégiques, capables de contourner les sanctions et de ramener des devises. Ce documentaire ne raconte pas une attaque en particulier. Il suit la chaîne. Comment un État construit, forme, encadre et exploite ses hackers d'élite pour en faire un moteur de financement parallèle. Bienvenue au sein du groupe Lazarus. La Corée du Nord est l'un des pays les plus pauvres et les plus isolés du monde. Son économie officielle est asphyxiée par des décennies de restrictions internationales. L'accès au dollar est limité, les exportations sont encadrées, l'industrie est vieillissante, mais le régime a un avantage. Une main-d'œuvre jeune, disciplinée et un contrôle total sur le système éducatif. Dès le secondaire, des élèves sont repérés par leurs aptitudes en mathématiques, en logique, en informatique. Cette sélection n'est pas publique, mais de nombreux témoignages de transfuges et de rapports spécialisés convergent. L'État identifie tôt les profils à haut potentiel. Les critères ne sont pas seulement académiques. L'origine sociale, la loyauté politique supposée, le statut de la famille jouent un rôle. Un futur hacker d'élite doit être compétent et contrôlable. Ces élèves sont orientés vers des écoles spéciales, puis vers des universités ciblées. Kim Il-sung University, Kim Chaek University of Technology, et surtout l'équivalent d'académie militaire informatique comme MIRIM. Le contenu enseigné est officiellement orienté vers l'informatique, les réseaux, les télécommunications. En pratique, une partie significative du programme est tournée vers la cybersécurité offensive. Les étudiants apprennent les bases de la programmation, des systèmes d'exploitation, des réseaux, puis rapidement des domaines plus sensibles. Analyse de vulnérabilité, exploitation de failles, cryptographie, techniques de dissimulation, compréhension des protocoles financiers comme SWIFT ou des architectures des plateformes en ligne. On leur enseigne aussi les langues étrangères, notamment l'anglais, essentiel pour lire la documentation, interagir sur des forums techniques ou tromper des cibles à l'étranger. Ce n'est pas une éducation neutre, ce n'est pas de la simple formation informatique non plus, c'est un pipeline. À la fin de leurs études, les meilleurs ne choisissent pas librement leur carrière. Ils sont affectés à des unités spécifiques, souvent sous l'autorité de reconnaissance générale bureau, le renseignement militaire nord-coréen. Parmi ces unités, l'une des plus connues à l'étranger est souvent désignée sous le nom de Bureau 121, symbole de la composante cyberoffensive du pays. Une fois intégrés dans ces structures, ces ingénieurs ne sont plus des étudiants. Ils deviennent des agents. Pour certains, des militaires. Ils rejoignent des groupes spécialisés qui, vus de l'extérieur, sont regroupés sous les étiquettes Lazarus Group, APT38, Blue Norov, Anderiel, des noms donnés par les sociétés de cybersécurité et les agences occidentales pour classifier des campagnes, des styles d'attaque, des infrastructures. En interne, ces équipes fonctionnent comme des départements. Certains se concentrent sur les banques et les systèmes de paiement traditionnels. D'autres ciblent les plateformes crypto, les défis, les exchanges peu régulés. D'autres encore mènent des opérations d'espionnage ou de sabotage. Leur travail suit une logique industrielle. Une branche R&D développe des malwares, des outils d'intrusion, des kits de phishing. Des équipes d'acquisition se spécialisent dans l'ingénierie sociale, fausses offres d'emploi, fausses start-up, campagnes d'email ciblées. Des unités opérationnelles prennent en main les intrusions, se déplacent latéralement sur les réseaux, atteignent les systèmes critiques.
Des cellules financières et de blanchiment gèrent ensuite le mouvement des fonds, la conversion en devises, l'intégration dans l'économie réelle. De nombreux indices suggèrent que la performance de ces unités est suivie de près. Certains rapports évoquent des objectifs de collecte en devises, des montants annuels attendus. Quand un groupe réussit un casse à plusieurs dizaines ou centaines de millions, il ne s'agit pas seulement d'un succès technique. C'est un résultat financier, une ligne dans un bilan officieux. Ce n'est pas du hacking idéologique, ce n'est pas de la revendication politique, c'est une activité économique, encadrée par l'État. La chaîne de valeur criminelle commence dans les salles de classe, se poursuit dans les bureaux des unités cyber et se termine dans les circuits bancaires, les marchés crypto, les économies parallèles. Chaque acteur, du programmeur au blanchisseur, occupe une place bien précise. Pour comprendre la fabrique à hackers d'élite, il faut regarder ce que produit concrètement ce système. Sur le plan technique, les campagnes suivent souvent le même schéma. Des développeurs, des employés de sociétés crypto, des administrateurs systèmes sont approuvés via des plateformes professionnelles. On leur propose des opportunités d'emploi, des tests techniques, des collaborations. Derrière ces interactions se cachent des malwares qui installent des backdoors sur les postes des victimes. Ces accès servent ensuite de point d'entrée dans les infrastructures de leurs employeurs. Une fois à l'intérieur, les équipes nord-coréennes étudient le réseau. Elles identifient les serveurs clés, les systèmes de paiement, les wallets hot exchange, les interfaces qui permettent de signer des transactions ou d'émettre des ordres via Swift. Elles attendent le moment où elles peuvent déclencher des transferts importants sans être immédiatement bloquées. Sur le plan financier, ces attaques ne s'arrêtent pas au vol. L'argent doit être blanchi, converti, recyclé. Là intervient une seconde chaîne, internationale cette fois. Des comptes offshore, des sociétés écrans, des crypto-mixeurs, des plateformes d'échange complaisantes ou mal régulées. Des intermédiaires, parfois dans d'autres pays, prennent une commission pour aider à faire disparaître l'origine des fonds. Certains sont conscients. D'autres ferment les yeux. Ce n'est pas un simple vol numérique, c'est une industrie de transformation. Transformer des vulnérabilités techniques en flux financiers exploitables. Les rapports de l'ONU et des services de renseignement occidentaux convergent sur un point. Une part significative de ces revenus sert à financer des programmes interdits. Programmes nucléaires, programmes balistiques, achats de technologies sensibles, de pièces détachées, de biens de consommation destinés à l'élite. Dans un pays qui a peu d'exportations légales, ces cyber-revenus jouent un rôle de plus en plus central. Le modèle économique est glaçant de rationalité. Former un hacker coûte peu, comparé à une usine ou à une mine. Une seule attaque réussie peut rapporter l'équivalent de dizaines d'années de salaire d'un ouvrier. Les risques personnels pour les opérateurs sont faibles tant qu'ils restent sur le territoire nord-coréen. Les risques politiques pour le régime existent, mais la dissuasion nucléaire et la souveraineté rendent une réponse militaire directe très improbable. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un effet secondaire, c'est un arbitrage stratégique assumé. Utiliser le cybercrime comme source de financement étatique. La fabrique nord-coréenne de hackers d'élite ne vit pas dans le vide. Chaque succès de Lazarus ou d'unités voisines génère une perte quelque part dans le système mondial. Les premières à payer sont les victimes directes, banques, plateformes crypto, entreprises. Elles perdent des fonds. Elles doivent provisionner des dizaines, parfois des centaines de millions. Elles peuvent, dans certains cas, récupérer une partie des montants volés, mais rarement la totalité. Elles investissent ensuite davantage en cybersécurité, en audit, en outils de détection. Ces coûts supplémentaires se retrouvent dans leurs tarifs, dans la pression sur les marges, dans les services facturés aux clients. Les assureurs cyber absorbent une autre partie. Lorsqu'une entreprise est couverte, l'assureur indemnise, mais cet argent n'est pas gratuit. Il est compensé par des hausses de primes, par des restrictions de couverture, par des exclusions de certains risques liés à des États. La facture est mutualisée sur l'ensemble des clients. Une attaque nord-coréenne à l'autre bout du monde peut se traduire par une augmentation de primes pour une PME qui n'en a jamais entendu parler. Les États supportent aussi une part du coût. Ils renforcent leurs agences de cybersécurité, modernisent leurs systèmes, financent des coopérations internationales. Ils gèrent les impacts indirects, hôpitaux bloqués, services publics perturbés, confiance entamée dans les infrastructures financières. Tout cela se traduit par des budgets, donc par des impôts, de la dette, des arbitrages. Et au sommet de cette pyramide de coûts, un État isolé trouve un moyen de rester à flot. La Corée du Nord,
Elle convertit des compétences techniques en devises fortes. Elle contourne une partie des sanctions. Elle finance des programmes que la communauté internationale tente de freiner. Elle montre par exemple qu'un pays pauvre peut utiliser le cyberespace comme levier financier asymétrique. Ce n'est pas une anomalie marginale, c'est un signal. La preuve qu'un État peut industrialiser le cybercrime, créer une fabrique à hackers d'élite et en faire un outil durable de politique économique. Derrière les chiffres, il reste la dimension humaine. Des élèves repérés à 13 ou 14 ans, enfermés dans un parcours sans choix réel. Des employés à l'autre bout du monde qui cliquent sur le mauvais fichier et deviennent malgré eux l'entrée d'un détournement de 100 millions. Des clients, des patients, des citoyens pour qui ces attaques restent invisibles, mais qui en paient une part sous forme de frais, de primes, de fragilité accrue des services. Ce n'est pas simplement la Corée du Nord et ses hackers, c'est le révélateur d'une faille plus large. Un système financier et technologique mondial où un pays peut transformer la formation de quelques milliers de cerveaux en ligne de revenus et où la facture se dilue doucement sur des millions de personnes qui ne sauront jamais qu'elles ont un jour contribué indirectement à financer un programme nucléaire à des milliers de kilomètres.